Les Allemands sont dos au mur. Il leur faut gagner à l'ouest avant l'été, avant l'arrivée des Américains. Les Français et les Britanniques vont devoir encaisser seuls la ruée qui s'annonce. Les frais de guerre exorbitants, énormes, des milliards où on avait pensé des millions avant. Et tout le monde a pensé qu'il ne fallait pas arrêter la guerre sans être vainqueur. Il ne fallait pas, parce que tout le monde savait, si on arrêtait la guerre, ce serait la ruine. Donc l'argument en Allemagne est très répandu, faut tenir, parce que si on ne tient pas, si on fait une paix blanche, bon, il faudra payer, on ne pourra pas payer. Et comme en France, il faut que l'Allemand paie, il faut que le Boche paie. On ne peut pas, pour soutenir l'économie de paix, il faut que la guerre soit victorieuse. Imaginez-vous des positions ici donc britanniques qui doivent être prises par des très jeunes Allemands. À un certain moment, on a laissé venir de très jeunes Allemands qui ont été rasés dans une demi-journée, environ 15 000. En 1918, vous savez, c'est terrible ce qui s'est passé. Entre Soissons et Crâne, là, il y a 35 km à peu près. Et les Allemands ont contre-attaqué le 27 mai 1918. Et les soldats français qui sont là, qui ont vécu l'échec de l'année d'avant, ils ne se comprennent pas. Eux, ils ont fait 800 mètres, 1 kilomètre, avec 1 200 000 hommes, des obus, des canons et tout ça, et vraiment une attaque forcée. Ils ont fait qu'1 kilomètre, ils ont pris qu'1 kilomètre à peine. Une année après, c'est les mêmes gars qui sont là. Les Allemands, eux, contre-attaquent le 27 mai. Et eux, ils vont faire 60 km, ils vont aller jusqu'au Château-Thierry en 4 jours. Et les mecs, ils deviennent fous, ils disent c'est pas possible, quoi. On nous a trompés, quoi. On nous a trompés. Et c'est ça qui est terrible pour les soldats de supporter en 1918. La deuxième, c'est beaucoup plus étroit comme ce champ de bataille, c'est la région de Château-Thierry. 1918, il y a un moment où le commandement allemand signale 40 000 pertes, et les Français et Anglais signalent en même temps presque 40 000 prisonniers. 1 500 000 et à la fin de la guerre, on en aura 2 millions en combat ici, formés dans tous les camps de la Meuse. Toute la vallée de la Saône ne sera que des camps, Chaumont, y compris à Bar-sur-Aube, et y compris aussi du côté de Sens. Et le 26 septembre 1918, c'est la ruée. Il est 2 h du matin, un feu d'enfer s'abat entre la crête argonnaise et la Meuse qui est juste derrière nous, 78 000 coups. Les Allemands le savaient, ils ont déjà reculé sur la ligne Hindenburg et ils laissent ici 150 soldats. Les Samises attaquent sur les côtés, mais cette fois-ci ils attaquent avec 5000 bonhommes contre 150. Les Allemands ne font pas le poids, surtout qu'il y a un brouillard dense. Les premières troupes américaines vont arriver au village de Chepy. Le brouillard va se lever, les mitrailleuses allemandes se retournent, les Américains perdent pied, ils remettent 1000 obus sur la butte. Et à 9 h du matin, il reste 25 soldats sur la butte. Riegers monte à l'assaut avec 600 bonhommes, à l'arme blanche et à la grenade. Il liquide ce qui reste. La butte redevient alliée entre 9 h 30 et 10 h du matin ce 26 septembre. La situation stratégique de l'Allemagne dans le dernier trimestre de 1918 est sans espoir. L'écroulement a commencé en septembre lorsque les Franco-Serbes de Salonique ont battu les Bulgares. Aussitôt, les Alliés foncent vers Constantinople, la Roumanie et Budapest, au cœur de l'Autriche-Hongrie. Bulgares et Turcs demandent alors la paix. Début novembre, à Vittorio Veneto, les Italiens s'ouvrent la route de Vienne, éliminant ainsi l'Autriche-Hongrie. Pendant ce temps, l'essentiel de l'armée allemande est fixé par les offensifs alliés en Belgique. Sans alliés, sans blé ni pétrole roumain, sans soldats pour défendre sa frontière sud, le Reich n'a plus qu'à déposer les armes. Il y a eu plusieurs armistices. Il y a eu l'armistice entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie. Enfin, il y a eu une série d'armistices. Mais évidemment, celui qui concerne le plus la France, c'est l'armistice du 11 novembre 1918.
l'armistice était déjà sorte de reddition inconditionnelle. L'armée allemande était battue, était en retraite. Et donc, les Allemands, avec tout ce qu'ils ont essayé d'obtenir, n'avaient pas moyen de vraiment négocier cet armistice. Le blocus fait que peu à peu, elle va être obligée de vivre sur ses propres ressources. Eux vont beaucoup souffrir. On considère qu'il y a plus d'1 million d'Allemands qui sont morts de faim pendant la guerre 14-18. À partir du 1er octobre, le commandement allemand pense qu'il faut demander l'armistice. Alors il décide de demander l'armistice aux États-Unis. Au bout d'1 mois, le président des États-Unis est satisfait des réponses allemandes et à ce moment-là, eh bien, il est considéré que l'on peut conclure l'armistice. Le commandant en chef des armées alliées était le maréchal français Foch, et c'est donc vers lui que viennent des diplomates allemands, des plénipotentiaires allemands, pour signer l'armistice. Et finalement, l'armistice est signé dans la clairière de Rotonde, près de Compiègne, le 11 novembre 1918, à 5 h du matin. Pourquoi le traité de Versailles a-t-il été considéré comme un diktat par les Allemands? Parce que c'était un diktat. Absolument. Ben, c'est à peu près. Les Allemands ne sont même pas admis aux négociations. Donc il n'y a pas un foyer pour négocier ce traité. Ils sont admis à un certain moment pour recevoir les conditions qui ont été négociées entre les vainqueurs. Les Allemands n'ont été admis juste pour recevoir et pour signer. Le peuple en entier ne voulait pas en vérité concéder cette formule du traité de Versailles, l'article de la honte, comme on disait, que les Allemands étaient censés devoir tout payer pour avoir été les agresseurs. La paix de Versailles a éliminé l'Autriche-Hongrie de la carte. À sa place apparaissent de nouveaux États. La Hongrie, l'Autriche, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Roumanie. Ainsi, la Tchécoslovaquie incorpore de nombreux Allemands dans ses frontières. Quant au Reich, il perd à l'ouest l'Alsace-Lorraine et à l'est la Posnanie, et la Haute-Silésie cédée aux Polonais. Pour donner à la nouvelle Pologne un accès à la mer, on crée un corridor qui mène au port de Tanzin, devenu ville libre. Du coup, la Prusse orientale se trouve séparée du reste de l'Allemagne. Jamais les Allemands n'ont accepté leur nouvelle frontière orientale et Hitler saura, plus tard, jouer de ce refus. 10 millions de morts, hommes. Imaginez que la classe 1912, donc des hommes qui avaient des enfants qui avaient 20 ans en 1912, qui commencent à faire leur service militaire, ils vont passer 8 années de leur temps sous les drapeaux ou sous le joug militaire. Il y en a 2 survivants sur 10 et une partie sont blessés en plus. En 1919, vous avez très peu de chances de pouvoir vous marier avec un homme de la classe 1912. Le chiffre d'1 392 000 qu'on voit dans tous les livres, il est faux. C'est 1 450 000. Alors d'une part, ils ont oublié les marins et ils n'avaient pas mis tous les indigènes. Les Allemands ont beaucoup plus d'habitants, ont 2 millions de morts. Les Russes à peu près 2 millions aussi. How many British or Commonwealth soldiers? We're looking at approximately 950,000 men and women. La grippe espagnole, c'était la grippe comme aujourd'hui, hein. C'était pas une peste, c'était rien du tout, simplement les problèmes d'hygiène, les problèmes de malnutrition, puis le manque de médicaments de l'époque ont fait qu'elle a été beaucoup plus profonde. Pour l'Europe, c'est au moins 10 millions de morts. La Première Guerre mondiale, malgré toutes les dévastations qui ont été produites, a encore un peu fait la distinction entre le terrain militaire et les civils. La guerre ne s'est pas attaquée, pour ainsi dire, aux grandes villes, comme a fait la Seconde Guerre mondiale. En Allemagne, on n'a pas beaucoup de destruction. En France, c'est des dévastations, mais c'est des dévastations des petites villes, des villages de la campagne. Les grandes villes
ne sont pas effacés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des destructions que la France a subies pendant cette guerre. Le nombre de maisons, le nombre de ponts, le nombre d'usines dévastées. Et vous verrez, je crois que c'est 350 000 maisons. C'est un chiffre, hein, simplement. Chaque Européen aurait eu un pavillon de 5 pièces avec l'eau, le gaz et un jardin de 400 mètres carrés. Les Français, depuis 1915, ont lancé des bombes sur des villes frontalières comme Freiburg ou Karlsruhe, et quand la guerre avait avancé et que les avions étaient améliorés, on s'est aventuré même jusque dans la Ruhr et dans la Rhénanie. Des hommes comme vous, comme moi, qui avaient envie de rire, qui avaient envie de chanter. Imaginez tous ces hommes qui n'ont pas eu le temps de s'exprimer. Combien de poètes, combien d'artisans, combien d'écrivains sont morts à la guerre sans avoir encore le temps d'écrire leur première ligne. Combien de gens qui auraient aimé fonder une famille, un foyer. C'est un grand massacre. On va se battre en Hongrie contre les communistes à ce moment-là d'ailleurs. On va se battre sur le front face aux bolcheviks côté Danube, hein, de l'autre côté du Danube. On va se battre en Russie, puisqu'il y a des troupes françaises à Sébastopol. Il y a la marine française en mer Noire, elle se mutine d'ailleurs en 1919, on l'oublie, parce qu'ils voudraient bien rentrer en France. Et on envoie des contingents à Arkhangel. Donc on a peur, en fin de compte, des bolcheviks à l'époque. Et la guerre va continuer jusqu'en 1919. Alors, quand on parle de guerre 14-18, je crois qu'il faut surtout dire la guerre 14-19, car la guerre, la fin de la guerre, c'est le jour où le Parlement va ratifier le traité de paix. Avant, c'est l'armistice, et c'est pas la fin de la guerre.